Bien, bonjour à toutes et tous, merci d'être dans ce nouveau webinaire. On l'a intitulé Corporate 2.0, qui veut rien dire et tout dire, mais heureusement, on a de nouveau des intervenants de qualité. Même si on a 4 hommes, on a cherché plein de femmes, hein, et il y avait des problèmes d'agenda, donc ne vous inquiétez pas. Normalement, on est beaucoup plus en diversité. Au sein des webinaires de Day One, on a François Garnier d'Ipsen, directeur juridique groupe d'Ipsen. On a Mathieu Génaud, directeur juridique adjoint du groupe Duval. Bonjour Mathieu, bonjour François. Et puis nous avons deux partenaires de très grande qualité, puisque nous avons Dilitrust avec Cyril Godet, bonjour Cyril, et puis Calexius avec son fondateur Nicolas Leroux. Donc on va parler corporate 2.0 pour que vous voyez bien ce qu'est le corporate 2.0. Pour une fois, je vais quand même passer une slide, mais une seule slide, et puis après on va revenir sur nos invités directement. Vous allez pouvoir voir normalement cette slide-là. C'est ce processus-là dont nous parlons, c'est-à-dire la préparation des instances, la tenue des instances, et puis tout ce qui est formalité. Donc tous ces sujets-là peuvent être plus ou moins, tout ou partie, dans sa totalité, potentiellement dématérialisée. On va en discuter tout de suite avec nos intervenants avant de voir peut-être très concrètement dans le détail tout ce qui a été fait. On va quand même reparler un tout petit peu un tout petit peu. On va pas vous embêter avec ça, avec la Covid, mais c'est quand même. On est toujours négatif, moi j'essaie toujours d'être un petit peu positif. Comme je dis toujours, c'est celui qui est le champion du monde de la formation et de la conduite du changement, hein, puisqu'il a formé aux outils digitaux 3 milliards de personnes dans le monde en 2 mois. Donc ça a permis de dématérialiser peut-être le corporate, c'est pour ça qu'on l'a appelé 2.0, et la fonction qui a été et qui va être la plus dématérialisée. On parlera aussi dans d'autres webinaires du contract management, mais c'est un sujet très important. Mathieu Génaud va peut-être regarder rapidement les sujets, les soucis, et puis François aussi. On est passé presque, on a sauté une génération, on avait beaucoup de papier, et puis même s'il y avait certains outils qui avaient été mis en place, on avait des belles réunions, des jolis boards, où on se voyait tous, hein. Et puis d'un seul coup, dématérialisé du jour au lendemain. Alors le législateur, le gouvernement, les ordonnances ont permis d'accélérer tout ça. Mathieu, puis François, peut-être un point sur ce contexte-là qui a accéléré le corporate 2.0. Oui, exactement. Merci Olivier. Donc chez Groupe Duval, on a fait le choix de mettre en place un système de gestion du corporate en 2017. Et on a également anticipé la signature électronique en fin d'année 2019. Effectivement, le contexte a été particulier, mais on a pu être doté des outils qui ont permis une collaboration de l'ensemble des juristes, un accès à la donnée qui a été immédiate grâce à la plateforme Dilitrust qui a été mis en place au sein du groupe. Donc, en fait, je dirais que l'ère Covid, effectivement, au niveau de la disponibilité de la donnée, ça a confirmé ce qu'on pensait, c'est-à-dire que on est passé des fichiers Excel à une plateforme collaborative avec des générations automatiques, en particulier des documents d'assemblée générale, afin de rendre la tâche et le bien-être plus agréable au quotidien pour les paralégales et les juristes. En termes de tenue d'assemblée générale, on était sur beaucoup d'assemblées générales qui étaient en visioconférence, avec, on voit des feuilles de présence et signature par un dispositif de signature électronique. Et ensuite, un redépôt de l'ensemble des actes au niveau de la plateforme. Et donc, au niveau de Dilitrust, c'est un accès donc, pour l'ensemble des équipes juridiques et conso aux documents et aux procès-verbaux juste après leur signature. D'accord. François, ce petit tour rapide du contexte. Alors, sur l'impact Covid sur le corporate pur, il y a peut-être deux aspects. D'abord, pareil, nous on est passé sur Dilitrust il y a maintenant 3 ans et demi, mais pour des raisons qui étaient indépendantes finalement de l'environnement actuel, et j'y reviendrai, et l'expérience est de façon à la fois très formelle mais également politique extrêmement utile. Il y a vraiment des gros avantages multiples et variés. C'est sûr que depuis maintenant un an et demi, on est passé au virtuel complet, et le Covid a sans doute accéléré la capacité de pouvoir gérer
Alors nous, on est coté. L'AG qui nous apporte, c'est la grosse AG du mois de mai, hein. Donc on fait comme tout le monde, on essaie de naviguer entre le virtuel et le présentiel, en sachant que finalement, la première année, tout le monde était autant de faire du virtuel complet, mais on se rend compte quand même que les proxys commencent à râler, donc il va falloir trouver des moyens éventuellement d'intégrer un peu plus de participation des actionnaires. Par contre, dans la tenue du conseil et des comités, nous, on en a beaucoup, hein, on tourne à peu près entre 40 et 50 tenues de comités et de conseil dans l'année à cause de l'activité. C'est vrai que le passage au virtuel fait que j'ai remarqué une agilité de mes administrateurs à pouvoir se mouvoir dans le monde électronique qui s'est accélérée grandement depuis une année. Ce n'était pas forcément le cas au départ. Ouais, en plus, tu as eu 3 CEO en 2020, un CEO qui Ouais, partait, ouais. un CEO par intérim, un nouveau CEO. Donc en plus, Voilà. les comités se sont multipliés, donc ça n'a pas été facile. Mais il est clair que, on y reviendra, mais que le corporate 2.0 ou les outils qui sont à notre disposition à l'heure actuelle apportent à la fois un confort, on va dire déjà formel, de formalisme, de tracking, de documents, mais également c'est extrêmement structurant dans le process. Et moi j'ai remarqué que j'avais une capacité de gérer le conseil à la fois en interne et avec mes administrateurs qui était amplifié grâce à l'outil et qui avait été mis en place pour des raisons plutôt de confidentialité assez classiques. Mais la pratique montre que l'avantage va bien, bien au-delà. Oui, ce que tu me disais, c'est qu'il faut quand même, ça nécessite plus de discipline, plus de rigueur. Quand ça passe sur la plateforme, c'est validé par le CEO. C'est plus des échanges d'emails et on ne sait plus lequel était le bon. C'est ça? Alors, on a toujours fait extrêmement attention à s'assurer que sur la terre du conseil était le passage obligé pour toute communication au conseil, l'organisation des agendas pour la tenue de ceux-ci et surtout ce qui est le plus important, la communication des documents afférents aux différents comités, conseils et dossiers si on en a beaucoup. Et donc, mais malgré tout, à partir du moment où tu mets un outil en disant voilà, le juge de paix, c'est ça passe sur Dilitrust où ça n'existe pas, entre guillemets, c'est pas officiel. Ça permet quand même à la fois pour le management de se structurer. J'ai un board dans exactement 6 jours. Ça fait une semaine que je passe mon temps à rappeler les troupes en disant j'ai besoin de ça à telle heure, telle heure, telle heure. Il faut que ça passe par chez moi, je le revois. Ça permet aussi en plus parfois sur certains documents juridiques de s'assurer qu'il n'y a pas un envoi direct sans que ce soit vérifié. Et parfois, ça, non pas qu'on écrit des bêtises, mais c'est mieux. Et ensuite, ça structure véritablement l'activité du management en préparation et en post, je dirais, session, comité et conseil, extrêmement utile. Et alors, après, il y a l'aspect purement, je dirais, documentaire qui est, on a un tracking très précis par l'agenda, par les sujets, on sait où c'est parté, on l'a pas fait, mais on pourrait même savoir qui a fait les photocopies, qui l'a éventuellement. On a une capacité de gérer le flux documentaire de manière extrêmement étroite qui est extrêmement utile. Et quelque part, je suis pas sûr que ça fasse forcément beaucoup moins de travail, mais par contre, je trouve que encore une fois, c'est un outil technique et structurant qui aide le process, qui aide formellement à la gouvernance. Je pense que et les administrateurs, même ceux qui au début n'étaient pas trop, se rendent compte que c'est utile, hein, parce qu'ils savent que si ça arrive par des trusts, vous voyez, ça a été validé par le CEO et par le management. Et politiquement, pour le juridique, ça donne aussi, ça renforce ce qui me paraît être le b.a.-ba d'une gouvernance, en tout cas d'une société cotée comme un autre, c'est que ça passe par le juridique, ça passe par le secrétaire du conseil, et parce que c'est lui qui a la main mise sur Daily Trust. Et à partir de ce moment-là, on se sent beaucoup plus à l'aise sur ces aspects-là. C'est extrêmement utile. Je ne me soupçonnais pas de cet avantage au départ. D'accord. Cyril Godet d'Illitrust, c'est magnifique cette accélération. Certains consultants font des études en disant c'est 3 ans de gagné sur la digitalisation, 5 ans de gagné. Finalement, c'est une belle année sur ces sujets-là pour Dilitrust, et tant mieux pour la structure. Il y a une vraie accélération et puis des verrous aussi législatifs qui ont sauté d'un seul coup, alors que peut-être eux aussi auraient mis 3 ou 5 ans à sauter. Oui, oui, effectivement, Olivier, 2020 a été une très très belle année pour Dilitrust. Effectivement, on a eu en début d'année les ordonnances de 2020 qui ont permis de franchir le pas en permettant aux instances de se tenir de façon dématérialisée sans avoir à procéder des modifications statutaires. Donc ça a permis à de nombreuses sociétés de recourir très rapidement à la digitalisation.
on a eu aussi un autre sujet qui était en fait une évolution sociétale avec le télétravail qui était de plus en plus important. Au départ, on a été confinés, hein, donc ça a changé beaucoup de choses parce qu'au départ, l'offre d'Illitrust c'était de proposer de digitaliser, donc d'être en mode sans papier, mais les administrateurs pouvaient être en sans papier, mais en présentiel. Et là, tout d'un coup, 17 mars l'année dernière, tout le monde à la maison, et il fallait poursuivre l'activité de l'entreprise. Donc, on a dû recourir effectivement à ce type de solutions que certains avaient déjà, mais d'autres, effectivement, sont venus vers nous. Et le Q2 2020, pour nous, a été un trimestre historique chez Illitrust, avec une énorme demande de recours à la digitalisation, de pouvoir effectivement tenir ces conseils, parce qu'en plus, on était en pleine phase d'arrêté et d'appro des comptes, hein, donc les gens étaient vraiment dans l'urgence. Donc, il y avait d'un côté tenir toute la partie board portal à distance, et puis des cas comme ceux de Mathieu, où il y avait des juristes qui n'avaient jamais eu de VPN et qui se retrouvaient du jour au lendemain chez eux et qui avaient besoin d'avoir un accès identique à ce qu'ils avaient à leur bureau, c'est-à-dire au dossier permanent, à l'ensemble des choses, et tout ça à distance. Donc effectivement, la Covid en ça, pour Illitrust, a été un accélérateur très important. Nicolas Leroux, Calixus, on le voit derrière, Alternative Legal Service Provider, qui sont justement ces nouveaux acteurs qui vont avoir qui vont mixer l'humain et la machine, je le présente comme ça, qui vont mixer l'interne et l'externe. Ça a été aussi un accélérateur de ces nouveaux modes d'échange et de collaboration avec les clients qui mixent la machine, qui mixent l'interne, qui mixent l'outsourcing. Comment ça a été cette accélération covidienne? Oui, alors effectivement, nous, comme tu sais, Olivier, notre philosophie, c'est que la technologie, c'est bien, mais l'humain, c'est pas mal quand même aussi. C'est bien d'en avoir quand même. Et donc, ce que ça a permis surtout, ce travail à la maison et ce confinement, c'est la capacité pour les entreprises de comprendre que les gens pouvaient travailler à distance. Et donc, d'être plus à l'aise par rapport à l'utilisation de prestataires qui ne sont pas forcément dans les locaux tous les jours. Nous, c'est typiquement quelque chose qu'on fait. On a quelqu'un qui va aller chez le client un jour par semaine. Enfin, on faisait ça avant le Covid. Il y a clairement un déblocage qui s'est opéré et avec un besoin qui n'a pas changé. Je pense que François l'a dit tout à l'heure, l'outil est très utile, mais il n'apporte pas forcément beaucoup moins de travail. Donc la question, c'est toujours qui va faire ce travail. Donc le fait d'avoir des ressources externes flexibles, ça peut toujours être utile. Et puis sur le reste, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je mentionnerai simplement peut-être que c'est surtout un accélérateur de choses, de phénomènes qui étaient qui étaient latents depuis très longtemps. C'est-à-dire que on parle d'assemblées virtuelles, mais les assemblées virtuelles, moi j'en ai toujours connu. C'était sur papier, et puis on s'envoyait ça par fax, et puis on signait, et puis on se parlait au téléphone sur une conférence téléphonique. Fondamentalement, c'est un petit peu la même chose qu'on fait aujourd'hui. La signature électronique, tout ça, c'est des technologies qui sont très anciennes. C'est simplement qu'il y a eu une adoption qui s'est débloquée à l'occasion, et ça a été le petit clic qui a permis cette adoption. Le deuxième point, et ça je pense que c'est vraiment tout à fait anecdotique et ça ne va pas durer très longtemps, on a constaté chez certains de nos clients un passage à la dématérialisation complète au moment du confinement en mars, et dès l'instant où ils ont eu la capacité de retourner, je pense à un client en particulier, à retourner au bureau, hop, retour au papier à 100%. Alors, je pense que c'est un peu le dernier sursaut, vous voyez, du c'est l'élastique que tu tires, si tu le lâches, il revient à sa position initiale. Ça, on le connaît bien, on conduit du changement. Hein. Voilà, c'est ça. C'est assez intéressant. On reviendra sur les modalités, les fonctionnements internes-externes, qui est un modèle intéressant, et en plus qui des fois est un mix avec notre ami Illitrust du jour. Donc c'est aussi intéressant de voir des nouvelles façons de travailler et d'interagir, et d'avoir ce mix humain-machine et ce mix interne-externe, le fameux make or buy. Alors, bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le Covid a accéléré, tout va bien, on met un outil, puis ça y est, c'est magique. Il y a l'adoption idéale. Et puis, bien entendu, toutes ces bases sont à jour et il n'y a aucun souci pour la mise à jour. Les mandataires, tous les PV sont là. Donc, concrètement, Mathieu et François, comment vous avez fait pour que l'ensemble des juristes, ou d'ailleurs, pas toujours des juristes, hein, dans les filiales, ça peut être aussi à la finance, se disent que c'est quand même un travail qui est indispensable, c'est un travail qui fait partie du métier
de juristes qui fait partie, François, tu dis toujours de la housekeeping pour l'entreprise. Et ça doit absolument être à jour, j'allais dire à la virgule près. Alors, s'il y a un sujet, on doit avoir la rigueur, c'est aussi celui-ci. Comment est-ce que Mathieu, l'accompagnement, la mise à jour réelle, est-ce que si je vais dans l'outil aujourd'hui du groupe Duval, c'est sûr, il y a du zéro faute? Oui, effectivement, c'est un point important. Juste avant de répondre, Olivier, je me permets juste un commentaire en écoutant à la fois François et Nicolas. Je dirais que par rapport aux directions juridiques, ce qui est arrivé, ça a renforcé le rôle, à mon sens également, des directions juridiques qui avaient pris le virage du digital. Parce que je dirais que ça a permis à nos dirigeants de voir qu'en fait, le juriste pouvait faciliter et faisait que le business, les assemblées continuaient, indépendamment du contexte, et à vraiment, je dirais, repositionner le juriste en business partner des administrateurs et des dirigeants en le rendant un peu moins hagard, je dirais entre guillemets. Et c'est vrai que ça a été, de ce point de vue-là, ça a été, je pense, bénéfique pour beaucoup de directions juridiques. Et c'est vrai que ça a été, de ce point de vue-là, en termes d'image, je pense que ça a été très positif. Pour répondre à ta question, Olivier, effectivement, c'est un sujet qui est intéressant. Pourquoi? Parce que Daily Trust, en fait, fonctionne sur logique d'événements, ce qui est très bien, justement, parce que ça permet, par exemple, de tirer une liste de mandats à certaines dates, et même en revenant 2 ou 3 ans avant. Et partant de là, en fait, on a eu à cœur, nous, de s'assurer que les données étaient fiables, disponibles et vérifiées. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en va de la crédibilité de l'outil auprès des autres équipes. On a choisi Daily Trust parce il était convivial en termes d'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, il est étendu à d'autres populations, en particulier financières. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu que la donnée soit vérifiée et soit bonne. Comment on a fait? Bien, c'est de l'humain. C'est convaincre les personnes au sein de l'équipe lors de la mise en place du gain de temps qui a été très clair pour plein d'opérations. Et c'est également des process qu'il faut mettre en expliquant à quel moment il faut mettre à jour la base, comment il faut la mettre, parce qu'il faut qu'il y ait une saisie qui soit, entre guillemets, qui soit uniforme. Donc, c'est vraiment de l'humain, où en fait, il faut que chacun ait à cœur, du coup, d'avoir un traitement et une saisie propre de ces données. À quelle date, comment ça se passe? Eh bien, nous, en fait, on a pris le parti d'attendre que l'extrait CABIS soit revenu et que la formalité soit concrètement menée au bout afin de le déverser au niveau de l'outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de faire les choses en une fois. Et ça permet également de ne pas avoir à faire et défaire, ce qui n'est pas toujours simple en termes de tracking. François en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que nous, on a pris ce parti-là. Et en termes de communication, comment on fait avec les autres équipes? Eh bien, on les prévient qu'il y a une sorte de buffer, en fait, des opérations qui ont été réalisées et qui seront rentrées dans l'outil, soit dans quelques jours, soit dans quelques semaines, en fonction des délais traitement greffe. Donc, on a pris ce parti-là pour les assemblées générales et les actes de société qui modifient les statuts. Pour tous les autres, pour tout ce qui est assemblée générale ordinaire annuelle, évidemment, juste après l'assemblée générale et qu'on a récupéré la version signée, les données étaient déversées au niveau de l'outil. Et c'est vrai qu'en expliquant bien, en fait, avec de l'humain, avec une fiche process aux autres équipes, pourquoi la donnée aujourd'hui, on a pris une décision de monter le capital lundi, pourquoi mercredi, l'outil n'est pas à jour, parce qu'il y a un temps pour faire les choses. C'est en cours de traitement, mais en fait, ça le sera lorsque telle étape sera réalisée, donc lorsque le CABIS sera obtenu et que l'ensemble de l'opération sera opposable au tiers et validé. Voilà. D'accord, donc il y a cet apport de l'humain avec ses fiches process qui doivent expliquer aussi comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire, ce que chacun fait. Et puis il y a aussi pas mal d'automatisation plus en amont de la préparation des instances, des convocations, des documentations, il y a eu de l'automatisation aussi. Exactement. Alors nous, en fait, effectivement, on a fait le choix de l'outil parce qu'on cherchait une plateforme collaborative, on voulait maximiser le bien-être, on voulait optimiser beaucoup de tâches. On se rendait compte qu'on passait beaucoup de temps, par exemple, à faire des organigrammes KYC que tout le monde connaît avec le mouvement d'éthique des affaires. C'est des sujets qui sont cruciaux et on a voulu gagner du temps là-dessus. Donc, en fait, on a automatisé en particulier des générations pour les KYC, la préparation des documents des assemblées générales également, par un système à la fois de fusion. Alors, c'est pas très technique, mais c'est assez simple. En fait, c'est une fusion des plaquettes Excel en fichier CSV, donc en fichier plat, qui sont importés au niveau de l'outil.
où se trouvent déjà nos trames. Et en fait, il y a une génération automatique d'une première trame qui se fait par la fusion des plaquettes comptables qui ont été alimentées directement via le juriste en charge du dossier, et la trame qui est au niveau de l'outil. Tous les ans, il y a une personne au sein de l'équipe qui s'appelle Aurélien, qui vérifie en fait, donc vous voyez, c'est vraiment de l'humain, qui vérifie les mises à jour éventuellement qu'il y a eu au niveau des textes pour ajuster les différentes trames. Et il y a un petit atelier qui est fait entre les juristes afin de pouvoir du coup avoir des trames qui soient toujours up-to-date au niveau de l'outil et disponibles, afin vraiment de rendre le travail très agréable et plus agréable pour le juriste, pour l'humain, éviter les reports de chiffres. Il y a beaucoup d'erreurs et vraiment humaniser en fait cette partie du droit qui peut être un peu ardue, où on se retrouve à faire à la fois un mapping entre une plaquette comptable et une trame juridique. D'accord. François, l'automatisation a été aussi intégrée au sein Nous, d'Ipsen. on en est encore à la recherche de l'inaccessible étoile, hein, pour paraphraser. Et je suis impressionné par ce que Mathieu décrit. D'ailleurs, je pense que Mathieu, si tu cherches un deuxième job, tu viens me voir. Je pense que je vais te trouver quelque chose. Non, nous on n'en est pas à ce stade-là. Encore une fois, les juristes ne sont qu'expérience. On est rentré sur DiliTrust uniquement par un souci, on va dire, de gestion de board, hein, classique, donner un outil aux administrateurs sur les aspects confidentialité. À travers cela, on a fait comme beaucoup de gens, on s'est rendu compte de ce que DiliTrust apportait déjà, rien que dans cet aspect-là. Et il est clair que, bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a plein d'avantages aujourd'hui, même si l'activité derrière elle est toujours présente. On n'est pas encore passé à, on va dire, la gestion de ce qui constitue chez moi un travail important et un peu fastidieux quand même, hein, parce qu'il y a un côté un peu chiant quand même, de devoir collecter toujours les mises à jour de l'ensemble des entités juridiques pour répondre aux multiples questions de tout le monde, etc. Et donc ça, on est encore sur un truc classique, papier, avec un reminder qui est refait tous les trimestres et qui est disponible. Et c'est effectivement là, d'ailleurs Olivier était au courant parce que tu nous as aidé, on est aujourd'hui en train de travailler sur cette équipe corporate, comment on peut soulager, optimiser et utiliser des outils maintenant qui sont disponibles afin de pouvoir passer du papier à l'électronique avec plus de capacité derrière, de souplesse, éventuellement le rendre un peu moins fastidieux. C'est quand même pas la partie la plus rigolote, enfin, à part les quelques-uns qui aiment ça, mais c'est rare. Et donc pour pouvoir, je dirais, capitaliser sur une expérience première d'un outil, et travailler sur un mapping des tâches de l'équipe corporate chez nous, hein, qui a quand même pas mal de choses à faire, ne serait-ce que la préparation de l'AG, l'URD et compagnie, c'est quand même des trucs qui sont un peu lourds. Et puis au quotidien, on a un groupe avec alors à peu près 150 entités juridiques, donc c'est beaucoup de choses, même si on ne les gère pas dans tous les pays. Et donc tout à fait. Donc je pense que ce matin, par exemple, l'expérience d'expérience est de montrer qu'on peut essayer d'optimiser ces aspects-là afin de le rendre sans doute moins tributaire de là ou des deux personnes qui sont les réceptacles et qui sont toujours à dire oui, la confiance c'est bien, c'est le contrôle c'est mieux, parce que c'est aussi pour ces personnes parfois, d'un point de vue purement humain, un rôle important, hein, parce que c'est aussi un rôle dans lequel ils ont l'impression que tout le monde va les voir. Ils disent non, tu sais, on va passer dans un outil, alors tu seras un peu moins interface. Donc mais par contre, tu feras d'autres choses. Et donc il y a toujours une gestion du changement importante là-dedans. Et donc là, on se prépare à ça pour cette année. Et effectivement, comme souvent c'est le cas, une première expérience réussie sur un outil montre que on peut véritablement évoluer et améliorer. D'accord. Puisque tu as parlé de Day One et son intervention, c'était plus de 800 tâches, donc c'est intéressant hein, quand on commence à regarder, plus de 800 tâches ont été cartographiées. Ouais. Quand on commence à rentrer sur la digitalisation et de choisir qui, de l'humain ou de la machine, doit faire ou ne pas faire, c'est la vraie division du travail, comme le disait Adam Smith il y a 240 ans. On a des questions, Cyril, direct, je vais les prendre pour DiliTrust, alors que je les prenne directement, et continuer de poser les questions bien évidemment dans le chat. Alors, il y a une question directe. Est-ce que j'aimerais savoir si la solution DiliTrust permet la dématérialisation des registres, des procès-verbaux de conseil d'administration et d'AG. Merci. Alors, La réponse est rapide.
Oui, oui, la réponse est oui. La réponse Voilà. est oui, bien évidemment. Et tant François que Mathieu peuvent le faire déjà. Effectivement, il y a eu des textes qui datent d'il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, pardon, qui ont favorisé effectivement cette dématérialisation des registres de conseil et d'assemblée. Donc vous pouvez les stocker, soit déjà signés en PDF, soit les signer électroniquement et les stocker ensuite. Et donc la réponse est oui, et elle vous permet effectivement de vous débarrasser de vos coffres forts qui sont généralement derrière. Moi-même, quand j'étais juriste, j'avais ça derrière moi. Donc effectivement, c'est beaucoup plus pratique. Et puis on pourra en reparler aussi, de pouvoir les mettre à disposition de vos commissaires aux comptes lorsqu'ils viennent vous embêter, de façon complètement digitale, sans avoir forcément à transmettre un registre, avec le risque qu'un registre soit perdu dans la transaction. Je confirme. Un commissaire en compte ne vient jamais embêter, il vient juste vérifier l'exactitude. Nicolas, j'aimerais que tu nous parles justement de ces nouvelles façons de mixer l'humain à la machine, de mixer l'interne et l'externe, bien évidemment en gardant la confidentialité d'un certain nombre de clients, mais comment ça peut aussi fonctionner d'intégrer des ressources externalisées sur la gestion, notamment quand on a des dizaines, voire des centaines de structures à l'international. Ah, je sais que la question était un petit peu forte et c'est pour ça qu'il a quitté. Donc là-dessus, perdre le réseau. Donc, je vais sauter directement, revenir sur Cyril. Cyril, sur les sujets en perspective aujourd'hui, je vais passer à l'avenir puisqu'on est déjà à 9h30. On a vu, hein, digitalisation, segmentation du process, segmentation des tâches, machine, pas machine. On répartit en fonction de la valeur ou de la capacité à automatiser. Le demain du digital, du corporate 2.0, c'est quoi à ton avis? À mon humble avis, ou tout du moins ce qu'on peut voir chez Daily Trust au travers de nos 1600 clients, c'est que désormais, effectivement, il y a vraiment une volonté de digitaliser autrement. Ça se traduit comment? On a le sentiment depuis quelque temps que le DJ cherche à être le vrai pilote de sa digitalisation. Ça passe par la mise en place de personnes qui ont les compétences pour piloter, comme des LegalOps. On voit de plus en plus, j'en discutais l'autre fois avec Mathieu, qui me disait qu'il était à la fois DJ adjoint et LegalOps. Aussi, la recherche, généralement, quand on est interrogé, de réduire le temps de prise en main d'un outil, hein, que l'outil soit facilement déployable, avec une ergonomie qui permette l'adhésion. Et puis alors, quelque chose de très important, on nous pose systématiquement la question en tant qu'éditeur franco-français, c'est de pouvoir sécuriser davantage ces données avec, d'une part, cette souveraineté des données. Ça, on revient souvent là-dessus. Donc, nous, on a la chance de pouvoir héberger en France pour les clients français, et puis de disposer aussi d'outils tels que de mettre à disposition des outils comme la signature électronique pour favoriser tout cela. Après, effectivement, il y a vraiment une notion de conduite du changement, c'est que ce qu'on essaye de faire au maximum, et l'idée chez DigiTrust a été de mettre en place ce qu'on appelle en anglais un Customer Success, c'est avoir une équipe qui est 24/24, 7 jours sur 7 à disposition. Je pense que François pourra peut-être en parler. Il peut les appeler à n'importe quel moment. On a toujours quelqu'un qui répond de chez nous, toujours pour répondre avec des formations illimitées. Et puis un autre sujet important, c'est que ces formations, elles ne prennent pas beaucoup de temps. On est passé maintenant sur des mises en place parce que c'était vraiment la demande des clients, hein, à quelque chose qui peut se faire entre 1 mois et 3 mois pour être en place en onboarding, et des formations qui vont être globalement de 2 heures pour un gestionnaire, ce qu'on va appeler un gestionnaire, et pour les administrateurs, les membres des boards, ils peuvent être formés en 30 minutes. Donc avec tout ça, effectivement, on se rend compte que la conduite du changement, elle a drôlement évolué, et que c'est vraiment une façon de travailler autrement, parce que le DJ ou les GalOps vont piloter ça tout le long, et en prenant en compte un dernier point important, à mon avis, c'est la saisonnalité, parce qu'on a pu le constater, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que en période d'appro de compte, il y a 1 an, et on est en plein dedans, arrêté appro de compte, lorsqu'on est en clôture 31/12, on a été normalement très très sollicité, et on a beaucoup de projets où on vient nous voir maintenant nous disant nous on aura du temps à partir du mois de juillet, dit on attendra les récépissés de dépôt, bon on a les vacances, mais malgré tout si on peut faire ça sur la période un petit peu du deuxième semestre, là où on a de la restructuration mais on a un peu plus de temps, avec grand plaisir. Donc tout ça, c'est un peu travailler autrement. Je pense aussi qu'il y a besoin de beaucoup d'humains, comme le disait Nicolas, et l'ensemble fait que je trouve, moi en tant que juriste, que les juristes est vraiment beaucoup plus, ils subissent beaucoup moins tout ça, ils pilotent beaucoup plus les choses, et l'humain pour moi est vraiment au centre des débats.
Mais il n'y a pas aussi, peut-être après je donne la parole à François, il n'y a pas aussi ce que tu disais, demain il y a aussi des legal chatbots Oui, sur le oui, corporate qui vont absolument. pouvoir, Alors, et qui le font déjà aujourd'hui d'ailleurs, hein. Il y a un certain nombre oui, d'entreprises, EDF avait eu un prix sur son chatbot, oui, SNCF avait aussi, un certain nombre de sociétés qui ont mis en place des legal chatbots pour obtenir un cabis, obtenir aussi des NDA, obtenir un certain nombre de choses. Et là, je sors un peu du corporate, mais c'est en train d'être développé aussi. oui, oui, alors effectivement, en fait, pour reprendre une référence à Gartner, il y a ce qu'on appelle effectivement un hype cycle avec de différentes fonctionnalités, différentes technologies qui évoluent avec le temps. Donc, on a des choses qui sont déjà très mises très en place depuis longtemps, qui sont la gestion des contrats, la gestion du corporate, où là, on est en phase de pérennité. Et puis, il y a des choses, des fonctionnalités ou des technologies un peu plus récentes. Le legal chatbot, pour l'instant, c'est encore dans la première partie où on commence effectivement à avoir le mix entre à la fois une FAQ qui était statique et puis un messenger, et on transforme ça en legal chatbot pour avoir de la consultation juridique. On a aussi d'autres sujets qui sont souvent abordés, tels que le smart contract, alors je déborde un petit peu, ou la blockchain, hein, qui peut revenir notamment sur les transactions corporate. Mais tout ça, c'est ce que pourrait appeler Gartner encore le pic des attentes exagérées, ou le smart contract, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, il n'est pas encore très établi. Et la blockchain, qui, elle, est tombée plutôt dans ce qu'on appelle, selon Gartner, le gouffre des désillusions, c'est-à-dire qu'on a encore un plateau qui ne sera pas atteint avant 2 à 5 ans. Ce qui marche vraiment aujourd'hui, la technologie phare, entre guillemets, c'est vraiment la signature électronique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parfaitement. Maintenant, les clients, on ne se pose plus la question. C'est sûr que c'est vraiment déjà bien en place. Mais demain, effectivement, ça sera le legal chatbot. Et rassurer les juristes et les directions juridiques, ce n'est pas pour faire votre travail, c'est fait pour vous permettre de gagner du temps en vous permettant de vous focaliser sur des tâches à haute valeur ajoutée. Et typiquement, si j'ai besoin demain d'interroger une base de données et d'avoir des renseignements où puis-je trouver mon cabis de moins de 3 mois, quel est le dirigeant de telle ou telle société, je puisse avoir l'information sans forcément solliciter, comme pour une legal review, un juriste ou un directeur juridique. Ouais, c'est assez gagnant-gagnant que de cesser d'appeler des juristes pour obtenir des cabis. Je suis d'accord. François, tu voulais réagir? Je crois que Nicolas après est revenu. Oui, Donc je ferai intervenir Nicolas après. Et puis Guy Lepéchon a une question, donc je ferai une question. François, tu voulais intervenir? Écoute, si moi si je trouve un algorithme qui peut faire mon travail, je prends tout de suite, hein, je suis preneur, mais malheureusement non. Non, alors, quand on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir sur un petit peu les capacités d'évolution des directions juridiques en utilisant un peu les différents outils des trust et autres, alors, je crois qu'aujourd'hui, ça devient partie prenante du rôle d'un directeur juridique qui, dans le cadre de son activité, doit permettre un peu l'optimisation de l'activité juridique par rapport aux objectifs du business qui eux-mêmes sont confrontés aux mêmes soucis, hein. Ils ont les mêmes problématiques de savoir comment intégrer plus de digital, plus de capacités technologiques dans leur travail. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce que, à part les quelques geeks dans la fonction, il y en a toujours quelques-uns, mais ce n'est pas forcément l'atout principal d'un directeur juridique d'être très dans le technique. Alors, ceux qui adorent ça, tant mieux, parce que du coup, ils font ça et c'est très bien, mais en général, ce n'est pas trop le cas. Du coup, je crois qu'il est important, et on le voit, et je vois qu'Hélène est aujourd'hui dans. Moi, chez nous, il y a un moment, j'ai décidé de structurer finalement en interne à travers un rôle de LegalOps, finalement une volonté et des ressources qui finalement sont dédiées à suivre l'évolution et permettre d'avoir une capacité, cette fois-ci, de focalisation, de recherche, de savoir comment on peut optimiser en utilisant ces outils. Et que ce soit pour le corporate 2.0, mais sur le contract management, que ce soit sur des tas d'outils qui sont de plus en plus utiles et qui font partie à la fois le back-office de la fonction juridique, mais également aussi d'un côté très opérationnel, hein, lorsqu'on est amené à faire des réflexions sur l'implication des juristes dans les opérations, à quel moment on intervient, on n'intervient pas, à quel moment on se défausse sur l'opérationnel pour faire son contrat ou pour faire une activité juridique le plus possible parce qu'on ne peut pas et on ne peut pas suivre. Je crois que tout cela, ça permet de pouvoir travailler. Et ça oblige aussi à travailler de façon extrêmement transversale en entreprise parce que ce sont systématiquement des discussions qui sont faites avec forcément l'IT. Hein, il faut avoir la capacité de pouvoir les entraîner avec nous, travailler beaucoup souvent avec les achats, même si bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais il faut faire avec de temps en temps. Travailler beaucoup avec la finance.
et avoir une capacité à travers ces outils de mettre en place des plateformes qui permettent l'échange d'informations, de trouver le bon rôle au bon moment. Ça demande d'un point de vue management, hein, une capacité de pouvoir gérer ça de plus en plus. C'est pas pour rien qu'encore une fois, je reviens, mais l'émergence des rôles de Legal Ops dans les grandes structures juridiques, alors, il faut avoir une structure un peu conséquente, hein, mais je crois que c'est quelque chose qui n'a pas fini de s'arrêter. D'accord, merci. Nicolas, si tu es de retour, d'abord on est ravis. Est-ce que tu peux nous expliquer, la question que je te posais, c'était de nous expliquer un peu les fonctionnements qui sont à la fois in et out, à la fois humain et machine de ce qui est mis en place, que c'est quand même aussi des nouvelles façons de travailler, notamment quand on a un grand nombre de structures juridiques à l'étranger. Certaines entreprises avec qui on travaille peuvent avoir jusqu'à plusieurs centaines de directions d'entités juridiques. Comment est-ce que ça fonctionne en fait? Oui, je veux l'emporter. Oui, alors je suis navré parce que j'ai perdu la connexion au moment où tu me posais la question, donc c'était parfait. Oui, effectivement, le fait de faire appel à des prestataires externes, comme nous ou d'autres, qui sont vraiment focalisés sur le fait de fournir un service intégré qui allie à la fois la machine et l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller encore un pas plus loin que la numérisation dont on parle jusqu'à maintenant. Parce que cette digitalisation, elle permet une intégration avec des personnes externes à l'entreprise qui était plus difficilement possible avant. Pourquoi? Parce que tout est accessible à travers un outil, à travers un ordinateur, et ça veut dire pour nous très concrètement que autrefois, et encore aujourd'hui parfois, on devait aller physiquement chez les clients pour récupérer des documents papier, pour aller faire signer des administrateurs. Comme externe, c'est vrai que c'est compliqué à faire. Cette difficulté, elle a disparu et ça nous permet d'être complètement intégrés, à la fois d'accompagner ceux auxquels François faisait référence, qui sont peut-être moins à l'aise sur le fait de mettre en œuvre ces solutions numériques digitales parce que nous, on l'a déjà fait, on l'a vu chez d'autres clients et donc on peut le faire de manière opérationnelle, en partenariat avec des gens comme toi, Olivier, sur le design, mais après sur le travail opérationnel. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, de se dire, finalement, sur mon portefeuille de société, qu'est-ce que je veux garder en interne? C'est évidemment la holding group, c'est les sociétés les plus importantes. Et qu'est-ce que grâce à l'outil, grâce à la numérisation, je peux peut-être confier à un prestataire externe? Et donc, c'est toutes les sociétés moins cruciales pour le groupe. Et alors effectivement, une partie importante de notre travail que tu as évoqué, c'est la gestion d'entités à l'international, notamment dans des pays où pour le coup la digitalisation est parfois un peu plus balbutiante, et où là on tombe, par contre, on sort de la numérisation, on tombe sur des problématiques beaucoup plus classiques, et de dire j'ai 50 sociétés en Afrique, comment est-ce que je fais pour les gérer, pour avoir un bon réseau de correspondants locaux, pour faire le suivi des législations locales. Et donc ça, c'est un service qu'un prestataire externe peut offrir, parce qu'on a un volume suffisant pour se dire qu'est-ce qui se passe au Soudan cette année en droit des sociétés. Je pense que comme ça, pas grand monde le sait autour de cette table virtuelle. On a des gens chez nous qui le savent. Donc, et ça, c'est parce qu'il y a un volume, mais on sort de la digitalisation. Sauf que à terme, cette digitalisation va aussi permettre, on l'espère, de travailler de manière plus efficace dans tous ces pays qui sont en train d'avancer aussi. Donc, je dirais en résumé, cette idée d'externalisation grâce à la numérisation, c'est une intégration qui est plus facile, une intervention du prestataire externe qui est beaucoup plus facile et donc qui permet plus facilement de se poser la question, de se dire qu'est-ce que je veux garder en interne, qu'est-ce que je veux faire en externe, pour que, toujours pareil, libérer du temps, gagner de l'argent et permettre à mes juristes de se consacrer à des choses à plus forte valeur ajoutée, comme disait Cyril. Oui, mais c'est intéressant, c'est ce que les anglo-saxons ont trouvé l'expression, c'est New Ways of Working. C'est bien d'arbitrer entre ce mix humain-machine et ce mix interne-externe. C'est patient pour pouvoir avoir toujours la sécurité juridique, la qualité et au moindre coût, donc de façon efficiente. Je vais donner la parole à Marc Génaud, mais je préviens Marc Bartel que je voudrais l'interroger parce qu'on a la chance d'avoir Marc pour parler un petit peu des boards, de la maturité des boards à utiliser ces outils. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. C'était pas prévu, mais fallait pas être en caméra. Donc je te préviens, Mathieu, sur l'évolution, on en a parlé et un mot est sorti. Interopérabilité, c'était le mot magique.
lorsqu'on en a parlé tous les deux. Oui, 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 exactement. Juste avant ça, un petit commentaire en écoutant en fait François, et je pense que c'est important de le dire également, et il ne faut pas que les juristes en fait aient peur de se saisir de ces sujets-là et de se poser, même si effectivement c'est jamais toujours le bon moment. Et c'est vrai que le gain de temps, il est rapide, tant au niveau des tâches qui sont exécutées automatiquement en particulier, et également lorsqu'on saura éviter les questions à faible valeur ajoutée, type demande d'un cabis, tout ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas que le juriste et que les directions juridiques aient peur de se saisir et de se poser sur la mise en place de tels systèmes qui maximisent en fait au final le bien-être de l'ensemble des équipes et qui réintroduisent en fait de l'humain en fait au niveau des tâches. Je fais la parenthèse, donc effectivement, c'est intéressant ce que dit Olivier, et c'est quelque chose auquel on est confronté, l'interopérabilité. C'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a peu d'outils qui savent aussi bien faire du contract management que de la gestion du corporate, de la gestion des contentieux ou des sujets de gouvernance, par exemple, ou bien de conformité. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des directions juridiques qui ont 3, 4, voire 5 outils qui soient différents et se posent toujours la question de la lisibilité pour les autres équipes, parce que comme le disait François, la vocation aussi du juridique est d'être au cœur en fait de différentes équipes, et il est en relation avec toutes les fonctions et à vocation toutes les fonctions de l'entreprise. Et c'est vrai que ce qui est pas simple, c'est que tous ces systèmes-là puissent communiquer entre eux, c'est-à-dire que en gros, idéalement, je pense que le fond des choses est d'éviter absolument, et ça tout le monde en sera d'accord, une double saisie, et de permettre justement une harmonisation des différentes données qui sont dans les différents systèmes, afin de permettre en fait un interfaçage entre les différents systèmes qui traitent de différentes matières du droit quelque part. Et c'est vrai que c'est un petit peu un enjeu d'avenir pour les serviceurs, pour les prestataires de services en informatique, c'est de pouvoir remettre en place, et également on en parlait avec Cyril, avec d'autres prestataires, des sortes de protocoles, je dirais, de partenariat, où en fait on fait un choix d'un outil, et votre serviceur va vous dire, bah, moi je travaille aussi avec tel outil et on a déjà interfacé, on sait le faire. Et donc en fait, quelque part, il y a déjà une roadmap qui est écrite par rapport à l'évolution des différents outils, parce qu'on sait beaucoup de directions vont commencer avec le corporate qui sera la colonne vertébrale, contract management, les contentieux, tout ça. Et c'est vrai qu'effectivement, en échangeant, on voit que c'est important pour le juriste de savoir que les différents systèmes feront sens et pourront être interopérables entre eux. Voilà. Et c'est vrai, je pense que c'est un vrai défi pour les prestataires informatiques, un vrai défi d'avenir. Comment ça me permet de reprendre la question qu'a posée Guy dans le chat. La coopération, la collaboration, l'interaction se fait avec la DSI, avec la direction informatique. Au niveau de groupe Duval? Oui, au niveau groupe Duval. Et puis après, on en Oui, parlera avec alors en le fait, groupe Ipsen, et puis on demandera à Cyril ce qu'il en pense. oui. Marc, tu n'as Alors pas en fait, oublié, hein. Oui, alors en fait, on a beaucoup de chance parce que, bon, déjà, on a un COMEX qui est complètement convaincu de ces sujets-là, et c'est une vraie chance parce qu'il y a, du coup, en fait, on a toute l'attitude et toute liberté, justement, d'être créatif et de pouvoir mettre ces différents sujets en place. En termes de démarche, on a toujours, enfin, on a toujours bâti avant tout un cahier des charges, parce que c'est important de définir Bien les sûr. besoins. Il ne faut pas en gros avoir un outil informatique pour dire ça va faire papa, maman, et en gros, ça va tout gérer. Donc, il faut bien définir les besoins qu'on a, les discours commerciaux, ce qui est possible techniquement. Avec la DSI, comment ça se passe? Eh bien, en fait, habituellement, on a une personne au comité de pilotage qui sera soit à la DSI, soit proche de la DSI, et qui pourra justement être un relais. Quelquefois, moi, il m'arrive d'avoir et de demander, par exemple, un backup auprès de la DSI pour parler avec un prestataire informatique en termes de, enfin, pour quantifier une mission ou pour estimer en fait un besoin ou autre. Et c'est vrai que chez nous, en fait, elle est partie prenante, et je sais qu'ils contactent également directement les équipes de Diltrust ou d'autres systèmes d'info. Et là-dessus, c'est quelque chose qui se fait en totale transparence et en totale transversalité avec la DSI. Et je pense que c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu que le juriste
Aujourd'hui, il travaille avec la DSI, avec la finance, avec tous les services, puisque l'ensemble de ces fonctions-là ont à s'apporter dans le monde digital dans lequel on vit aujourd'hui. François, sur l'interaction avec la DSI? Alors, d'abord, en premier lieu, le juridique n'est quand même pas souvent au premier de la liste dans l'informatique. Donc, ils ont quand même des gros projets internes. Donc, il est important de construire une relation avec eux assez rapidement. Et c'est sûr d'avoir un interlocuteur qui vous suit et qui vous permet de pouvoir apporter à la fois un apport technique dans l'évaluation d'une solution et qui éventuellement va faire le travail du juriste, mais informatique, nous prévenir des risques éventuels parce que telle solution, c'est bien, mais dans 2 ans, il va falloir changer, ça va coûter plus cher, etc. Après, ça sert aussi à, comment dirais-je, étaler les budgets, parce que en fonction de comment vous êtes organisé, si je peux aller piquer un peu des budgets, des budgets informatiques, parce que souvent c'est eux qui gèrent ça, on essaie un peu d'associer des participations croisées en matière budgétaire et financière. Après, sur le fond, souvent, c'est quand même le juriste qui connaît véritablement ce qu'il veut avoir comme je dirais, flexibilité à terme de l'outil qu'il va produire. C'est vraiment le cahier des charges qui vient de chez nous. Et là, il faut s'asseoir avec l'informatique pour avoir la capacité véritablement de pouvoir lui permettre de traduire en solution extérieure ou voire même la compatibilité par rapport au système interne, etc. Bon, c'est sûr que lorsque vous êtes SAP à 200% dans l'entreprise et que vous travaillez sur une solution de contract management, vous avez la finance et le procurement et la compliance sur le dos qui vous dit que ça serait bien qu'on puisse vérifier que ça soit tout ça coordonné. Il vaut mieux avoir quelque chose où l'informatique vous dit, vous savez, on est sur un système comme ça, voilà. Donc, et ça, c'est pas le juriste qui va avoir la capacité de pouvoir dire si l'interaction elle est facile ou pas. Bien sûr. Là, je pense que c'est, d'un point de vue entreprise, c'est super important. Voilà. Bon, encore, après, il faut aller leur faire du charme pour que vous soyez un peu en haut de la liste et qu'ils vous donnent les ressources nécessaires. Parce que c'est quand même pas forcément le juridique qui est. C'est sûr qu'ils ont des projets de transformation leur cœur de encore plus cible. conséquents. C'est sûr. Voilà. Cyril, un rapide mot sur l'interaction? Oui, absolument. En fait, la relation a drôlement évolué parce que si vous vous replacez, moi, en 2000, on avait encore des clients serveurs où chaque informaticien devait venir dans votre bureau pour installer le logiciel. Après, on est passé à la version web où là, on commençait déjà à plus installer sur chaque poste. C'était déjà mieux. Et désormais, maintenant, on est passé, notamment chez DiliTrust, avec déjà une plateforme unique, comme le disait Mathieu, où on adresse l'ensemble des thématiques, et surtout une plateforme full SaaS. Donc l'intérêt, c'est que maintenant, le client n'a plus à héberger, donc il n'y a plus cette histoire de coûts, d'hébergement, ainsi de suite. En revanche, il y a toujours quelque chose de très important, c'est qu'on a des échanges avec la DSI sur la notion de sécurité. Donc on va voir un petit peu, leur expliquer comment on fonctionne en termes de sécurité, il y aura des audits de sécurité, il y aura des échanges avec notre RSSI. Donc j'aurais tendance à dire que... Responsable sécurité des systèmes d'information. Oui, ça a drôlement évolué, et je pense positivement, parce que comme vous l'avez très bien dit tous, le juriste était toujours à la queue dans la liste pour l'informatique, puisque généralement, on n'est pas sur de la trésor ou sur des choses aussi importantes. En revanche, ça permet maintenant d'inscrire tout ça dans la politique de sécurité de l'entreprise et de décaler, de déplacer effectivement le sujet en ayant un hébergement full SaaS où l'informatique n'a plus à intervenir pour ce sujet-là. Par contre, ce qui reste, c'est que si vous ne couvrez pas tout ou si vous avez besoin d'interagir, on le voit notamment avec les banques avec lesquelles on travaille, on va mettre en place des API avec d'autres solutions, et là, forcément, l'informatique va intervenir. D'accord. Nicolas, oui. Vas-y, alors j'ai même pas besoin de vas-y, Non, ce que je voulais savoir, c'est que les sujets notamment de sécurité sont peut-être encore plus importants, puisque toi, tu vas à la fois pouvoir travailler, comme tu l'as dit, de façon externalisée, mais aussi éventuellement travailler sur les outils même de l'entreprise et rentrer les données depuis l'extérieur à travers sur les outils de l'entreprise, soit les outils de Calexus, soit les outils de l'entreprise. Oui, et ça c'est une problématique qu'on a depuis longtemps et qui nécessite pour le coup d'avoir une bonne coopération entre le prestataire externe et la DSI de l'entreprise. Le juriste généralement est assez peu impliqué, le juriste interne est assez peu impliqué, et selon la taille de l'entreprise et son degré de sophistication entre guillemets sur ces questions, c'est plus ou moins compliqué, mais en général ça fonctionne. On travaille même avec des banques d'investissement où on accède au système des banques. Donc,
ça peut difficilement être plus compliqué. Je retiens juste une chose par rapport à tout ce qui a été dit, notamment sur l'interopérabilité. Ce que disait Mathieu, ça m'a beaucoup interpellé. Il y a des sortes de vagues dans l'histoire de l'informatique. C'est-à-dire, on passe sur des systèmes de plateformes, on essaie de tout intégrer, puis après, on se dit non, mais finalement, on n'y arrive pas. On va plutôt aller vers des solutions distinctes. J'ai le sentiment, alors sous le contrôle de Cyril, qu'on est plutôt dans une phase où on s'achemine vers plus de petites solutions, un petit peu éclatées. Et je dirais notamment d'expérience, pour avoir vu ça avec des clients pour des directions juridiques plus petites, qui ont peu de ressources, qui ont peu de compétences propres sur ces questions informatiques et qui ont des DSI peut-être également plus petites, voire un peu inexistantes, je dirais il faut rester modeste et il ne faut pas se lancer il faut faire très attention avant de se lancer dans un grand projet de transformation, d'interopérabilité sur tous les plans. C'est bien déjà d'avoir une politique des petits pas et de se dire je vais mettre en place un outil qui me permet au moins d'avoir un reporting sur l'ensemble des entités que j'ai. Ensuite, peut-être un outil qui va me permettre d'automatiser la rédaction des PV d'Assemblée Générale, par exemple. Et dans l'approche qu'on a souvent pour ces directions juridiques plus petites, c'est de dire on va mettre en place une solution intégrée pour vous, liée à vos besoins, mais où on va prendre un peu d'IliTrust, un peu de FormStack, un peu de gestion de projet. On va mettre quelque chose ensemble par rapport à vos besoins, plutôt que de se lancer dans un projet qui est disproportionné. Voilà. Oui, c'est pour ça que je mettais au début le processus qu'on a créé, qu'on a formalisé plutôt chez Day One, bien rédigé, et c'est lorsqu'on re-regarde ce processus-là et les tâches qu'on peut savoir qui fait quoi de l'outil ou de l'humain, de l'interne ou de l'externe, et est-ce qu'on a besoin, comme dit France, d'API et donc d'interopérabilité entre les différents outils pour que, comme l'a dit Cyril, c'est quand même le nerf de la guerre. Il faut arrêter le doublon. En termes de triplon, de quadruplon, on a vu du quadruplon, saisie de données 4 fois, en termes de très faible valeur ajoutée, voire de perte de valeur, c'est quand même assez forte. Marc, tu nous parles un petit peu de ce que tu vois avec les boards, puisqu'on a aussi en ligne de mire les boards dématérialisés, les boards virtuels, les boards distanciels. Alors on a été obligé, on l'a fait. C'est quoi là? C'est les accordéons, ça revient pas? Qu'est-ce que tu vois un peu sur le marché? Disons que, merci Olivier d'abord, et bonjour à tous. La situation a forcé dans l'urgence à trouver des solutions. Donc ceux qui partaient de loin, ils ont été obligés de faire au mieux possible, et ceux qui avaient déjà quelque chose, ça leur a permis de monter d'un cran. Le grand enjeu, évidemment, c'est de le faire de manière sécurisée, et ce fut de le faire de manière compréhensible et facilement utile pour certains. Ce qui a aussi accéléré l'exercice, c'est que les gens ou les administrateurs sont sur plusieurs boards et ont pu comparer et dire à leur entreprise, sur le conseil de l'autre société, je sais pas, je fais telle chose, on fait telle chose de manière un peu plus moderne. Donc ça a poussé aussi certains conseils à se dire, zut, on se croyait beau, mais on est un peu moins beau. Et puis, sans être ensemble sur des boards, ils se parlent entre eux. Après, il y a l'autre élément, comme l'évoquait François. Quand vous avez, il y a eu des boards qui se réunissaient tous les 15 jours à un moment donné, du fait de l'urgence, ou même des fois plus. Donc, il a bien fallu avoir des systèmes qui permettaient la circulation de l'information et la circulation des papiers, des documents, de manière un peu plus structurée ou structurelle que simplement soit les fax, soit les emails, soit pour ceux qui avaient déjà une petite plateforme. Donc, ça a accéléré le processus. Je pense, moi, je suis assez convaincu que chacun va aller un petit peu à sa vitesse. Il y en a qui vont essayer de rattraper un petit peu les autres, mais je pense que je suis convaincu que la tendance a évolué. L'autre enjeu, évidemment, c'est la formation qui a été évoquée, parce que la nouvelle génération aussi sur les conseils, elle est très agile de manière informatique, et donc elle le souhaite et elle utilise des tas de choses. Il y a d'autres générations sur les conseils qui sont parfois un peu réfractaires ou ont un peu peur de tout ce qui est informatique. Donc, il faut arriver. Il y a encore le petit dossier papier, quand même, il faut le dire. Il y a l'administrateur qui dit c'est bien ton truc, mais tu m'imprimes mon petit dossier papier. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est en fonction de la maturité. En fonction de la maturité technologique du conseil. On parlait d'agilité des membres du conseil, mais cette agilité, on la verra aussi au niveau informatique. Et ceux qui ont une agilité ou une envie. Puis après, il y a je vais terminer parce que le temps passe vite. Après, comme disait François, je pense que c'est une opportunité pour vous d'être séducteur ou d'être charmeur, parce que vous pouvez montrer au conseil et à votre président
que vous pouvez les aider à monter 1 ou 2 marches, ou même monter 2 ou 3 marches, sur l'efficacité, sur la sécurité, sur la façon dont vous faites le travail. Donc, je pense que c'est une grande opportunité. Et puis, je conclurai en disant que pour ce qu'on a vu, ça va dépendre aussi du président du Conseil et puis de son secrétaire du Conseil. Si tous les deux sont encore à l'époque de Gutenberg, c'est sûr que ça ne va pas aller très vite. Si tous les deux font l'effort ou ont l'envie de montrer qu'ils sont agiles et qui vont de l'avant, ça marche très bien. Donc nous, on a vu certaines sociétés où le président ou le secrétaire du conseil ont pris le taureau par les cornes et se sont dit on va le faire, on va se former, on veut être moderne, on en a besoin. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu comme l'élastique dont tu parlais tout à l'heure, Olivier. Il y en a qui ont dû faire, mais il y aura un petit retour d'élastique. Mais pour conclure, je pense que c'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité pour les entreprises de devenir modernes et de changer un peu de leur façon de faire. Mais les enjeux, je vais l'expliquer, c'est avoir envie, pousser, montrer qu'on sait faire, montrer la valeur ajoutée, le faire de manière raisonnée pour pas casser le jouet trop vite. Mais la tendance, pour conclure, oui, elle est dans cette direction. Mais comme toujours, il y en a qui iront à différentes vitesses en fonction de l'agilité intellectuelle et puis l'appétit de chacun, des présidents et des membres du conseil et du secrétaire du conseil. Voilà. Merci Marc. On respecte les horaires, 10h pile, 10h même 1 minute, désolé. Merci François Guérin-Ibsen, Mathieu Génaud, Groupe Duval, Nicolas Leroux-Calexus, Cyril Godette de Daily Trust. Nous, on vous donne rendez-vous le 14 avril où on va faire un format un peu spécifique. C'est une masterclass avec Yannick Chalmet, qui est le directeur du groupe de L'Oréal, sur définir la feuille de route digitale de la direction juridique. Ils ont mis ça en place jusqu'à 2030 pour L'Oréal. On en parlera ensemble. Merci beaucoup. Excellente journée et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.